en parler, mais effectivement, c'était pour avoir un aperçu. Est-ce que tu pourrais donner un aperçu de l'évolution de la dette euh, après cette histoire de rançon? En tout cas, l'enquête du New York Times euh, semble s'arrêter en 1957. Est-ce que depuis, quelle est l'évolution de cette dette haïtienne? Est-ce que tu peux... Oui, donc la dette réclamée à Haïti a toujours exercé un poids considérable sur la fiscalité haïtienne et sur le peuple haïtien en général, puisque c'est une dette qui a toujours été payée sur la base de la richesse créée en particulier par les travailleurs paysans. Donc, un système de taxation extrêmement sévère sur la paysannerie haïtienne pour pouvoir rembourser la dette. D'ailleurs, l'occupation américaine a augmenté de façon considérable le niveau de taxation de la paysannerie haïtienne. Et à partir de l'occupation américaine, on a eu plusieurs phénomènes importants. D'abord, décembre 2014, il y a un bateau de marine américain qui débarque et qui, pendant la nuit, vole les réserves d'or d'Haïti, qui sont transférées à la Citibank et qui sont encore dans les coffres de la Citibank. Et comme tu le sais, bon, c'était des monnaies, c'était l'époque de l'étalon or. Donc, ce qui met les finances haïtiennes dans une situation de très grande faiblesse pour préparer l'arrivée des militaires américains. Et il y a eu un ensemble de contrats, un ensemble de lois, plus de 114 lois qui ont été signées pendant les premières années de l'occupation, qui sont toutes des lois pour favoriser la pénétration du capital transnational américain en Haïti et qui voulaient contrôler tous les secteurs stratégiques de l'économie haïtienne. Et dans tous ces contrats, il y avait des clauses où l'État haïtien se faisait responsable en cas de perte, en cas de non-production, etc. Il y avait toujours un processus d'étatisation des dettes, c'est pas payé par le contribuable haïtien finalement. Donc, ça a pesé énormément sur la fiscalité haïtienne. Et en 1946, il y a un président haïtien qui avait même lancé tout un combit pour rembourser la dette aux États-Unis et qui avait un mouvement national intéressant. Même les enfants donnaient 5 centimes, etc. Tout le monde contribuait. Et donc, on peut dire que la question de la dette est une permanence. Hein, depuis l'existence depuis 1925, toutes les périodes historiques d'Haïti ont été marquées, parfois influencées, parfois déterminées par la question de la dette. Et à partir de 1957, il y a eu une première période où les financements externes étaient assez faibles, mais à partir des années 60, et en particulier à partir de la fin des années 60, disons que la coopération internationale, l'aide publique au développement revient à Haïti massivement avec l'implantation des usines de sous-traitance internationales, notamment avec le textile, les balles de baseball, etc. Où Haïti devient premier exportateur de balles de baseball vers les États-Unis. Et donc, tout ceci s'est fait avec des processus d'endettement. Et la dette a crû de façon très significative de la fin des années 60 jusqu'à la chute de Duvalier pour atteindre officiellement 800 millions de dollars américains en 1986. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces 800 millions de dollars américains étaient inférieurs à la somme volée par les Duvalier, qui était calculée autour de 900 millions. Donc, et on peut dire que pendant toute cette période, et pendant toute la période de 86 jusqu'à aujourd'hui, Haïti a toujours remboursé, non, fidèlement et avec des volumes très importants qui parfois représentaient le double, par exemple, de ce qui était investi au niveau de la santé publique. Donc, il y a eu remboursement pratiquement tout le temps. Et la configuration a changé un petit peu avec 2009. Parce qu'à partir de 2009, il y a eu une annulation de 82% de la dette haïtienne, notamment envers la BID. Okay?
Et à partir de 2010, La banque, l'essentiel des capitaux publics qui rentrent sont la BID, la Banque internationale du développement, c'est ça? Banque interaméricaine de développement. Interaméricaine, pardon. Bien. Donc, on peut dire que pendant toute cette période des années 60 jusqu'à maintenant, et ce sont des organismes multilatéraux, FMI, Banque mondiale, BID, qui détiennent le gros de la dette haïtienne. Et à partir de 2010, il y a un changement important dans la mesure où, suite au séisme, les capitaux publics qui rentrent en Haïti, la grande majorité rentrent au titre de dons, mais évidemment des dons conditionnels, comme tu le sais, qui rentrent dans le même schéma de l'ajustement structurel. Et alors, malgré l'annulation des 82% de la dette externe réclamée à Haïti en 2009, aujourd'hui, nous sommes à un niveau d'endettement supérieur à celui de 2009, avec plus de 2 milliards. Mais une des spécificités de cette dette, c'est que la grande majorité est bilatérale et est envers le Venezuela. Et dans le cadre de l'accord Petro-Caribé, est détenu essentiellement par l'entreprise pétrolière vénézuélienne. Okay? D'ailleurs, et probablement, Haïti serait déjà rentré dans une situation de défaut de paiement, d'impossibilité de paiement au cours des dernières années. C'est le fait que les remboursements d'Haïti vers le Venezuela ne peuvent pas se faire à cause du blocus économique et financier imposé par les États-Unis. Donc, on ne peut pas transférer directement des sous en dollars américains d'Haïti vers le Venezuela, ce qui explique qu'il n'y a pas eu de versement réel pendant les 4 dernières années, ce qui, évidemment, mettrait déjà la fiscalité haïtienne dans une situation de défaut de paiement, surtout que le déficit public est croissant et le gouvernement haïtien n'arrive même pas à honorer les dépenses courantes de salaire et emprunte à la Banque centrale et à un niveau d'endettement très élevé par rapport à la Banque centrale. Néanmoins, malgré tout, les provisions qui sont prévues pour le service de la dette cette année atteignent près de 34 milliards de gourdes, donc un pourcentage très élevé du budget haïtien, et ce qui est beaucoup plus élevé que ce qui est prévu, par exemple, pour la santé publique au niveau national. Donc, le remboursement de la dette haïtienne pour cette année, les montants sont supérieurs à ce qui va dans la santé. Absolument, absolument. Alors, il y a un épisode intéressant à signaler, c'est que pendant le gouvernement d'Aristide en 2001, il y a des prêts qui avaient été faits par la Banque interaméricaine de développement qui n'avaient pas été ratifiés par le Parlement. Donc, d'après les lois haïtiennes, ce sont des prêts qui doivent être ratifiés par le Parlement avant de devenir exécutoires. Mais malgré le fait que le Parlement haïtien ne les avait pas ratifiés, le gouvernement haïtien, avant d'avoir reçu les sommes, avait déjà commencé à rembourser. Donc, on a payé des sommes à la BID qu'on n'avait jamais reçues pour un paiement qu'on n'avait jamais reçu. Et ce qui est intéressant aussi à signaler, c'est une anecdote, mais je crois qu'elle est importante, c'est pendant le séisme, après le séisme de 2010, le Sénat américain a voté une loi exceptionnelle d'appui pour la reconstruction et pour les victimes du séisme. Je crois que c'était 2,3 milliards de dollars, quelque chose de ce genre. Et dans les sommes prévues, le premier décaissement qui a été fait a été pour rembourser les dépenses de l'armée américaine qui avait déployé des dizaines de navires de guerre autour d'Haïti tout de suite après le séisme du 12 janvier 2010 pour bloquer les éventuels flux de réfugiés vers Miami et aussi pour intervenir en cas d'une révolte populaire dans une situation tout à fait chaotique suite au tremblement de terre. Donc, ils avaient déployé toute une armada sophistiquée autour des côtes haïtiennes pour prévenir tout soulèvement populaire. Après les médecins cubains. C'est ça. Et la somme prévue pour les victimes du tremblement de terre ont été, premièrement, payer les dépenses de l'armée américaine.
des dépenses faites pour déployer les bateaux de guerre autour d'Haïti. Et le deuxième décaissement a été de rembourser à la BID les sommes de l'annulation accordée à Haïti en 2009. Donc voilà 2,3 milliards décaissés, soi-disant pour les victimes du tremblement de terre et la reconstruction, qui va premièrement à l'armée américaine et deuxièmement à la BID pour rembourser cette soi-disant annulation intervenue en 2009. Et quand tu dis rembourser cette annulation, c'est pour qu'on comprenne bien, c'est rembourser les arriérés de la BID, c'était ça? Pour permettre… Oui, rembourser ce que Haïti devait payer et qui était initialement annulé par la BID, mais qui n'a pas été annulé, effectivement. Il y a simplement un transfert et récupérer cet argent à partir du Trésor américain. Donc, évidemment, les 2,3 milliards, la grande majorité de ces 2,3 milliards n'est jamais arrivée en Haïti. Mais après, les 2,3 milliards vont figurer dans l'aide internationale accordée à Haïti au titre du tremblement de terre. Ok, j'ignorais totalement ça. Il y a beaucoup de choses que j'apprends dans l'interview, mais ça, par exemple, je l'ignorais. Donc, merci, merci pour ces infos. Merci pour ces infos, Camille. Je voulais te demander aussi, parce que tu disais tout à l'heure, le plus gros créancier public, créancier étatique, c'est le Venezuela, plus gros créancier d'Haïti. Je voulais savoir, il y a quand même est-ce qu'il y a des accords qui sont conclus, enfin, est-ce qu'il y a une dette d'Haïti vis-à-vis du FMI et vis-à-vis de la Banque mondiale, ou ça a été totalement, ça a été allégé, bien sûr, sous Non, il y a une dette avec le Fonds monétaire international, il y a une dette envers la BID, des dettes aussi envers la Banque mondiale, mais qui représente autour de 15-16% du volume de stock de la dette externe publique. Et c'est très important de voir qu'après le tremblement de terre, il y avait une conférence internationale des donateurs à la fin du mois de mars 2010 aux Nations Unies. Et dans cette conférence, on disait que Haïti, frappé par un terrible tremblement de terre, 300 000 morts, etc., que tous les flux financiers devaient être des dons. Tous les pays, les organismes ont signé. Mais quelques mois après, le FMI invente une nouvelle fenêtre pour Haïti et impose un prêt. Donc, il y a un prêt pour des pays fragiles, États faillis, etc. Et je crois que c'est le Pakistan et Haïti qui ont été les premiers à bénéficier de ces prêts-là. Et aussi, pendant la période du Covid, il y a aussi des décaissements qui ont été convertis en prêts qui doivent être remboursés également. Des prêts conditionnés ou oui, pas? toujours. Toujours conditionnés. Par exemple, l'annulation qui est intervenue en 2009 avait été obtenue suite à une décision du Parlement haïtien imposée par le Fonds monétaire international sur la question des marchés publics, d'ouvrir les marchés publics à la compétition internationale et d'interdire absolument que le gouvernement haïtien privilégie des accords avec les entreprises haïtiennes. Et je te donne un exemple. Pendant le gouvernement de Préval, le gouvernement avait signé un accord avec des entreprises textiles et des tailleurs haïtiens pour la production de tous les uniformes des enfants scolarisés. Donc, il y avait les tailleurs et les entreprises, ces entreprises-là recevaient des fonds de l'État haïtien et produisaient un stock d'uniformes pour que les enfants aillent à l'école chaque année. Donc, c'était un accord qui permettait d'avoir une espèce de marché captif stabilisé et qui permettait de revigorer tout un secteur de l'économie haïtienne qui avait été complètement écrasé par les importations de vêtements usés. Donc, à partir de 2009, cet accord est tombé parce que l'État haïtien n'a pas le droit de choisir en préférence des acteurs haïtiens, des entreprises haïtiennes. Il doit ouvrir à la compétition tous les accords qui dépassent un certain montant en millions de gourdes.